La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Bienvenue dans Papille. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et depuis 2021, je me suis lancé un défi. Vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papille. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils et elles créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour Noémie. Bonjour. Comment vas-tu ? Écoute, je vais très bien. On est dans un lieu qui est quand même qui représente tout ce que j'aime, la gastronomie, les vins, les rencontres, le partage. Donc, je suis sur un petit nuage ici. Alors effectivement, on est au Festival du Tour des Terroirs, l'édition 2024. Effectivement, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un petit peu et nous dire pourquoi tu es là et qu'est-ce que tu viens présenter ? Alors, je m'appelle Noémie Meyer-Ferré. On a un domaine familial qui s'appelle Sainte-Joie. Donc, on est ici présent avec mon mari, Gilles Meyer. On est là pour rencontrer les chefs qui sont nos clients. On a des vins qui sont des vins gastronomiques. Donc, on est originaire d'Alsace. On a un domaine là-bas. On considère vraiment le vin comme un joyau français. Donc, on a aussi mis un pied dans les coteaux varois et en Champagne pour avoir vraiment une gamme de vins qui est équilibrée et élégante. Donc nous, on a envie vraiment de partager cette passion. Après, notre domaine de cœur, c'est l'Alsace. Donc, bien sûr, on met les vins d'Alsace à l'honneur, notamment les créments. Mais quand on sait faire un crément, on sait aussi faire un champagne, puisque c'est quand même la même méthode de fabrication et que c'est l'AOC qui diffère. Donc, on avait très envie de proposer aussi un champagne premier cru blanc de blanc. C'était une très, très belle référence, voilà. Alors tout ça, on va y revenir. Mais pour commencer, toi, c'était quoi ton dessert d'enfance ? Alors, mon dessert d'enfance, c'était le Streusel. En tout cas, c'est un dessert qui m'a beaucoup marqué parce que en Alsace, on peut en trouver tout de suite le matin dans les boulangeries et il se situe à côté des petits pains au chocolat et des croissants. Et en fait, moi, les petits pains au chocolat et croissants n'avaient pas trop d'intérêt pour moi et j'adorais les Streusel. Et mon papa, quand il ramenait, qu'il allait à la boulangerie, donc le dimanche ou le week-end pour faire plaisir à la famille, à moi, il me ramenait un Streusel. Et en fait, je me sentais un peu, comment dirais-je, privilégiée. J'avais l'impression vraiment que là, mon papa me signifiait que j'étais différente de la fratrie. Et en tout cas, je le prenais comme ça. Et ça me faisait plaisir. Donc le Streusel, c'était vraiment le dessert qui me faisait sentir différente. Voilà. Donc c'est mon dessert, je crois, d'enfance, mais que je prenais au petit déjeuner. Et encore aujourd'hui, quand je suis dans une boulangerie, que je vois le Streusel, en général, je m'en prends un. C'est quoi ton premier contact avec le vin ? Pas spécialement avec Sainte-Joie, mais vraiment, tu vois, tes premiers souvenirs avec tout ça. Est-ce que tu peux nous raconter ? Alors, le vin, on en a consommé, on l'a senti. C'est vrai que je viens d'une famille qui est très ouverte sur la gastronomie. Ma maman cuisinait toujours beaucoup. Mon papa aimait le vin, mais ce n'étaient pas des connaisseurs. C'est-à-dire qu'ils aimaient les bonnes choses, mais ils n'ont pas eu la culture vraiment du vin comme on peut l'avoir ou fait des études en ce sens. Mon premier effet waouh dans le vin, où là je me suis dit il y a quelque chose d'extraordinaire dans les bouteilles. On était un dîner en famille dans un restaurant étoilé en Alsace, donc j'étais avec la famille, j'avais la chance de partager un repas de Noël avec eux et ils ont ouvert une très très belle bouteille à ce moment-là. Moi je devais avoir 18 ans peut-être. J'ai pris un verre, mais vraiment sans me dire que j'allais avoir un choc gustatif.
Et je suis tombée amoureuse de ce qu'il y avait dans le verre et je me suis dit mais en fait le vin c'est extraordinaire, ça avait sublimé le plat et j'ai eu une connexion à ce moment-là vraiment. Et je m'y suis intéressée de manière assez poussée mais autodidacte. Donc moi j'étais la personne à qui on donnait la carte des vins au restaurant, Okay. voilà, parce que je m'intéressais. Mais je n'avais pas fait d'études professionnelles en ce sens. C'était vraiment un plaisir, un intérêt personnel. Déjà, c'est fou parce que tu vois, je trouve à 18 ans, souvent, tu sais, je trouve que en vrai, on a quand même, enfin, en tout cas, moi, c'est le cas, et j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, c'est aussi ça. C'est au début le vin, enfin, notamment le vin rouge. Après, tu sais, au début, t'aimes pas spécialement ça, tu vois, c'est fort, et tu sais, t'as pas ce truc de, t'as envie d'en boire à chaque fois, tu vois. Donc, c'est fou que toi, en plus, à 18 ans, qui est, enfin, quand même assez jeune, tu vois, tu te sois dit, c'est incroyable, faut absolument que j'aille découvrir ce secteur-là, quoi. Ouais, c'est vrai, et je m'y attendais pas, c'était pas voulu, ça s'est présenté Ouais, comme ça, mais ça a fait un déclic. Et alors après, comment, du coup, t'es arrivé jusqu'à professionnaliser ça et aujourd'hui à faire Sainte-Joie? Alors le vin, je me souviens, mais justement ce chef qui était dans ma vie à ces périodes où on se demande qu'est-ce qu'on va faire de sa carrière, etc. Moi, je me cherchais après le bac dans quoi je vais aller et j'hésitais entre œnologie et droit. Ok. Et Rien à voir. je me souviens d'une discussion avec ce chef qui me dit mais va en droit, t'auras toujours un métier. Et je m'étais dit mais oui, il faut parce que moi j'avais vraiment à cœur de réussir professionnellement. J'avais envie de réussir, d'être autonome, de gagner ma vie. Et je suis partie dans le droit et j'ai toujours vécu les études de droit comme un moyen d'arriver dans la société, à avoir un métier, à avoir une carrière, etc. Mais ça n'était pas une passion. Donc j'avais toujours à côté ce plaisir de la table, ce plaisir du vin. Et plus tard, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré mon mari qui avait des vignes, donc qui est viticulteur. Et là, ça a donné vraiment une dimension. Donc j'ai entamé une reconversion professionnelle puisque je dirigeais un service juridique. J'ai fait plus de 10 ans dans le droit. Voilà. Donc je me suis dit, il faut quand même professionnaliser, être légitime. C'est un monde assez masculin. Ok, j'ai des bagages juridiques costauds, mais en vin, à part m'y intéresser, j'avais envie d'avoir un diplôme. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrite, l'interprofession des vins d'Alsace propose des formations donc en 3 ans, qui permettent d'avoir des stades de dégustateur. Donc j'ai passé les 3 années et à la fin tu deviens dégustateur expert, il me semble. Donc tu peux aussi contrôler les AOC, faire les dégustations. Donc ça je le fais également. Et à côté de ça, j'ai eu vraiment envie de faire un diplôme international parce que le vin, je trouve que c'est quelque chose qui rassemble tous les pays. Nous en France, on a une chance extraordinaire, c'est d'avoir quasiment la surface entière du pays qui permet de produire du vin avec des choses extraordinaires. Mais c'est vrai qu'on trouve aussi des très belles choses en Italie, en Grèce. Enfin, je cite ces 2 pays-là, mais je vais pas tous vous les citer. Vous savez qu'il y a énormément de pays qui produisent du vin. Et ça m'intéressait en fait de rajouter aussi une formation internationale. Donc j'ai fait le Wine and Spirit Education Trust, là le WISET comme ils disent, le niveau 3. Et puis j'ai majoré parce qu'en fait j'avais pas l'impression d'étudier, c'était tellement une passion que pour moi c'était vraiment facile. Et après j'ai fait aussi dans le cadre pour vraiment aider l'entreprise, j'ai fait un bachelor de communication digitale parce que les réseaux sociaux c'est important et moi dans mon monde juridique j'en avais jamais besoin. Et me voilà formée pour travailler à côté de mon mari qui lui donc a des vignes, qui est vraiment dans tout l'aspect technique. Et là c'est de développer, moi je m'occupe plutôt de la stratégie, du commerce, de l'administratif aussi beaucoup parce que mine de rien le droit m'aide énormément. Hein. C'est vrai quand on a des entreprises, les gens se rendent pas compte. Des fois, il y a des amis qui rigolent et qui disent « Oh, mais Gilles, il a pas besoin de bureau. » En fait, c'est très lourd l'administratif quand on a un domaine. Donc, si, il a un bureau avec un ordinateur. Voilà. Et c'est quoi aujourd'hui votre vision avec Sainte-Joie ? Alors, on est ambitieux. On pense vraiment que Sainte-Joie doit rester une gamme de vins où les personnes qui dégustent un vin
Elle a envie de déguster le reste de la gamme. On veut vraiment aussi que la signature de la maison, ce soit l'équilibre et l'élégance. C'est très très important pour nous. Aujourd'hui, les vins qui composent la gamme, on peut dire qu'ils sont équilibrés et élégants. Et l'objectif, c'est vraiment de rester sur ce niveau d'exigence. C'est des vins gastronomiques, tous. C'est des vins qui créent de l'émotion, qui sont vibrants. Donc voilà, c'est vraiment rester sur ce niveau de qualité. Et je trouve qu'il y a dans le design aussi et dans l'histoire que tu racontes, tu me l'avais notamment raconté l'année dernière, je trouve que c'est un design aussi très très épuré. Enfin, il y a aussi quelque chose de ce côté-là, non ? Quand vous l'avez pensé dès le départ, il y avait une vision un peu novatrice aussi, de pas s'inscrire spécifiquement dans... Alors en fait, c'était pas tellement pour innover mais comme j'ai fait ma formation qui a pris quand même 5 ans, faut le dire, puisque c'est long, hein, on peut pas raccourcir les formats. Je veux dire, un bachelor, la formation sur 3 ans, le 8Z, le 8Z encore, je l'ai fait assez vite parce que j'étais à fond dedans, j'adorais ça, c'était un bonbon pour moi. Mais en fait, ce temps-là, je l'ai pris sans le savoir à réfléchir toute la marque, en fait. Le logo, le design, le nom. Ouais. Et j'avais des petits carnets où je notais toutes ces idées qui venaient. Et je les avais pas mises en musique. Et un jour, je voulais faire un logo, j'avais une idée, mais je ne savais pas le réaliser moi-même. Il me fallait un illustrateur. On m'a dit, il te faut un illustrateur. Ça, c'est un travail spécifique. C'est pas un travail de graphiste. Ok. Donc j'avais une info, je savais ce que je cherchais. Et j'avais gardé une carte de visite que j'adorais et je m'étais dit mais il faut que je trouve la personne qui a fait cette carte et j'avais tapé sur internet le nom du restaurant, le designer, le graphiste, l'illustrateur, enfin bon, je cherchais et je tombe sur quelqu'un qui avait travaillé pour ce restaurant mais je savais pas si elle en avait fait la carte ou non et je vois qu'elle est quand même plutôt sur des marques de luxe. Je me dis bon maintenant mais ça va pas, c'est pas, voilà, j'ai pas les moyens de faire et puis je me dis mais je vais quand même l'appeler. Elle avait un nom qui renvoyait beaucoup de choses, donc le hasard, mais son nom a fait que je me suis dit non mais il faut que je l'appelle, c'est pas possible. Et en fait, elle était emballée par le projet. On a eu 2 heures de discussion. Je me souviens très bien de cette longue discussion. Et quelques temps après, on travaillait ensemble et tous ces carnets de notes ont été mis en musique. Elle a toujours très bien compris vers quoi on allait, ce que l'on voulait, comment on le voulait. C'est vraiment une compréhension parfaite et j'ai pas la sensation de travailler avec elle, mais plutôt d'être aidée par quelqu'un qui déchiffre mes idées. Donc ça, c'est vraiment un bonheur. Et pourquoi Sainte-Joie ? Alors Sainte-Joie, c'est un nom qui s'est imposé à nous parce que nous sommes originaires, donc mon mari, sa famille de Saint-Hippolyte dans le Haut-Rhin, donc moi, j'avais envie de garder nos racines. On savait qu'on allait peut-être pas pouvoir s'agrandir à Saint-Hippolyte et qu'on allait peut-être devoir aller ailleurs, dans le vignoble. Donc, je me disais, Saint-Hippolyte, c'est tellement leur histoire et c'est mon beau-père, il a toute sa vie là-bas. Je voulais garder dans le nom ce mot. Sainte et j'y ai mis un E parce que j'aime la poésie, j'aime être avec des femmes, j'avais envie de féminiser aussi ce monde, donc j'ai mis un E. Et Joie, tu l'auras compris, c'est vraiment un projet qui nous rend heureux, c'est un projet familial, on s'entend très bien avec mes beaux-parents qui sont vraiment les piliers aussi de Sainte-Joie, qui nous aident énormément dans le technique, dans les vignes, c'est un vrai support. Et on espère aussi donner le goût de tout ça à nos enfants. Donc ça nous rend heureux, en tout cas, ce travail en famille. Quels sont aujourd'hui, vos grands enjeux ? À quoi est-ce que vous êtes confrontés au quotidien ? Plutôt que de me raconter en fait quel est ton quotidien aujourd'hui, c'est plutôt en fait c'est quoi les enjeux ces derniers mois, ces dernières années, ce que tu as remarqué encore plus, tu vois ? Les enjeux, c'est je pense, de choisir déjà les bonnes stratégies pour l'avenir de la société. Parce que c'est vrai que quand tu es dans le vin, il y a énormément de possibilités qui s'offrent à toi et c'est de faire les bons choix parce qu'on peut pas s'éparpiller. En tout cas, nous, on n'a pas la possibilité de s'éparpiller. On ne peut pas faire tout ce que l'on nous propose. Donc, c'est de choisir. Et choisir, tu le sais, c'est renoncer. Donc, souvent, c'est vrai que c'est ça l'enjeu, c'est de prendre les bonnes décisions.
Un autre enjeu aussi, c'est de savoir s'entourer. Donc là, on a recruté une alternante pour nous aider, notamment au commerce. Elle fait un master en commerce international du vin. Donc c'était de donner une chance à une jeune femme qui a envie de continuer là-dedans et en même temps de développer l'entreprise. Donc tout ça, c'est des enjeux. Est-ce que c'est les bons choix? Voilà, on est super content de travailler avec elle, donc ça se passe bien. Mais c'est des enjeux, les embauches. Est-ce que tu continues à embaucher? Est-ce que voilà. Donc ça, c'est des enjeux. Et après, l'autre enjeu qu'on a, c'est justement le développement aussi à l'international. Ouais. Parce que ça, c'est un gros morceau. Donc on a décidé de l'entamer. On commence avec le Japon. Je reviens d'un voyage aux États-Unis qui s'est super bien passé. Mais c'est des graines qu'on sème et qui prennent du temps avant de pousser. Donc voilà, tout ça, c'est des choix stratégiques pour l'entreprise. Oui, c'est ça. Puis au début, ça peut paraître très très long. Effectivement, comme tu dis, c'est des graines qui t'envoient pas le fruit tout de suite. Donc, Ouais, tout à fait. ouais. Voilà, c'est de faire les bons choix. Je pense que c'est ça aujourd'hui nos enjeux. Qu'est-ce que tu dirais qu'est la particularité de votre vin? Tu vois, toi, je sais pas si t'en as un en particulier, c'est ton chouchou et pourquoi Alors moi, j'aime tous nos vins, sincèrement. J'ai pas de problème même à les vendre parce que je les aime tellement que en fait, je peux en parler des heures. Il y a aucun problème avec ça. En revanche, on en discutait avec mon mari, c'est qu'on a des moments où on aime déguster tel ou tel vin de la gamme. Et c'est vrai que les bulles, on adore les déguster au moment d'événements heureux avec pas mal de monde. Par exemple, des fêtes de famille, les apéritifs, ça c'est vraiment, on adore à ce moment-là. Mais on prend énormément de plaisir à déguster notre Riesling, un repas en fonction de ce que l'on mange. C'est vrai que ce vin, il va aller très très bien se marier avec les produits de la mer ou des choses crémeuses. Donc ça dépend vraiment du moment et surtout de ce que l'on veut marier en plat. Parce que nous, on est amoureux du pairing, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. On adore faire ça. Et donc les vins, c'est en fonction de l'événement ou de ce que l'on veut manger. Mais moi, mon coup de cœur, si tu veux savoir, c'est notre pinot noir avec du chocolat. Alors là, je suis très très heureuse, ou un dessert au chocolat. Ça, c'est vraiment le must pour moi. Est-ce que déjà, il y a un fil conducteur entre chacun de vos vins? Est-ce qu'il y a un truc où on sait, tu vois, genre quand on le boit, on sait que c'est Sainte-Joie? Ouais, je pense que c'est la droiture des vins, leur élégance et leur équilibre. Je pense que vraiment ça c'est quand tu dégustes les vins, c'est les mots qui ressortent et chaque vin a ces caractéristiques là. Donc oui. Oui, du coup, peu importe qu'on soit plutôt sur un blanc, sur un pinot noir. C'est des vins droits, c'est des vins élégants, c'est des vins qui vont être équilibrés. Sur d'autres pairings, parce que tu l'as dit, du coup, c'est un des trucs qui te plaît vachement. Donc, tu as parlé là du chocolat pinot noir. Est-ce qu'il y en a d'autres pour des desserts? Genre, tu vois, genre ton top 3, du coup, dans vos vins pour marier avec des desserts et du coup, avec quelle plutôt saveur? Alors, j'adore. En tout cas, ce qui va très très bien parce que c'est plutôt le crush de Gilles, mais tarte au citron Riesling sur un accord d'harmonie sur l'acidité structurante de notre Riesling qui va commencer avec des arômes effectivement d'agrumes, et après qui va s'ouvrir, qui a une grande complexité, mais cet accord d'harmonie acide parce que c'est une acidité, mais c'est une acidité qui est très belle. C'est pas quelque chose qui fait grincer les dents et donc cette tarte au citron et Riesling, c'est vraiment pas mal. Et là, je sais que Gilles, c'est son petit péché mignon. Moi, comme je te l'ai dit, mon péché mignon, ça va être le pinot noir avec du chocolat, des desserts au chocolat, ou même en accord régional, mon pinot noir avec une forêt noire. Alors là, tu me perds, parce que je suis fan des desserts à base d'alcool, donc une forêt noire et le pinot noir, là, je suis aux anges. Mais après, tu peux aussi faire des choses très très belles avec les bulles. On a un crément rosé en 100% pinot noir qui est absolument sublime. On l'a dégusté avec une pavlova, c'était à tomber raide. L'émulsion de la crème, le croquant de la meringue avec cette bulle, c'était superbe.
Est-ce qu'à chaque fois, ça se marie bien parce que ça révèle des nouvelles saveurs aussi dans le vin? Ça fait ressortir certains aspects du vin et de la pâtisserie ou qu'est-ce qui... Et en fait, déjà, il y a le jeu de texture qui est hyper important dans les desserts. Donc, comme je te disais, le croquant, ou si par exemple tu vas être sur un flan avec c'est vraiment cette mollesse, un vin comme un Riesling va donner une acidité qui va structurer tout ça en bouche. Et donc, en fait, c'est l'architecture de ce qui se passe dans la bouche qui est extrêmement intéressante. Donc, c'est vrai que si vous dégustez un vin, peut-être même de fermer les yeux, de prendre vraiment un temps pour se dire mais qu'est-ce qui se passe, où est-ce que je salive, quelles sont les sensations, parce qu'on va avoir des capteurs dans toute la bouche et c'est pas les mêmes qui vont s'activer en fonction de ce que l'on y met. Ça c'est super intéressant parce que finalement déguster, c'est tout simplement être attentif à ce qui se passe. Donc voilà, moi je suis attentive depuis toujours à ce qui se passe dans ma bouche et ça m'a énormément aidé au moment des formations de dégustateurs parce que finalement ce n'est qu'une description de ce qui se passe. Ouais, du coup c'est de réussir à mettre les mots. En fait, on vous apprend à mettre des mots sur ce que l'on ressent tous en fait. Pour aller un petit peu sur plutôt la partie du coup de discussion avec les chefs, etc. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous travaillez, vous, avec des chefs, pâtissiers, pâtissiers ou cuisiniers, cuisinières, etc. Et qu'est-ce que ça vous apporte aussi, tu vois, toi en tant que productrice, en tant que vigneronne, etc. Alors les chefs, déjà la première chose c'est d'aller déguster leur cuisine. Donc ça c'est la base. C'est-à-dire moi il n'y a pas un client à qui on n'est pas allé manger à sa table pour savoir comment était sa cuisine. Ça c'est la base. Une fois qu'on a dégusté la cuisine, on a dégusté un aspect parce que c'est un menu à un moment donné, le chef il va changer. Par contre, il y a quand même sa patte, on sent quand même ses assaisonnements, ses tendances. Donc la première chose, c'est de déguster. Moi, j'ai déjà eu des énormes coups de cœur où je me suis dit mais je veux absolument faire des accords avec lui, quoi. C'est pas possible. Et après, ça, c'est très facile parce que les chefs, ils ont quand même, c'est des métiers de bouche, ils sont habitués, les saveurs, il n'y a pas besoin de leur faire des laïus. En fait, c'est des gens qui sont très concrets, ils sont en train de bosser comme des fous furieux. Donc eux, ça se passe simplement, ça passe par la dégustation des vins. Et ensuite, eux, leur cerveau, ils moulinent instinctivement et ils savent tout de suite ça va aller avec ça, ça va avec ça. Donc, c'est très très rapide. J'ai jamais mis du temps avec un chef à se dire ce vin avec ça, il me faut celui-là pour la carte. Et après, bien sûr, il y a les sommeliers qui sont extraordinaires dans les restaurants, qui sont là pour parler des vins aux clients qui les emportent, qui eux œuvrent aussi vraiment à faire des accords incroyables. Donc on est très proche des sommeliers autant que des chefs finalement. Alors il y a des restaurants où il n'y a pas de sommelier, donc là c'est le chef qui gère ça en direct, et il y a des restaurants où il y a le sommelier. Le sommelier peut avoir envie ou non de voir avec le chef parce que le sommelier c'est son métier, donc il sait mieux que personne gérer les accords. Et est-ce que parfois, il y a pu avoir, tu vois, certaines discussions avec, du coup, des chefs qui vous ont fait, enfin, tu vois, qui vous ont donné envie, soit, je sais pas, de travailler un vin un peu différemment, soit, tu vois, qui a aussi, tu vois, vraiment une collaboration, entre guillemets, enfin, collaboration, du coup, presque, tu vois, qui a transformé un peu, finalement, un vin. Ouais, bien sûr. Le pinot noir, je me souviens d'un chef pâtissier qui m'a dit, non, mais moi, j'ai travaillé ton pinot noir. Il avait fait une extraction. Alors, je connais pas les mots techniques, mais sur un dessert. Donc, c'était une tartelette qui était absolument magnifique visuellement. Et donc, il y avait des points de ce pinot noir. Et c'était, ça venait relever tout son dessert. C'était très, très intéressant. Et là, je m'étais dit, tiens, il a transformé ce vin, il l'a sublimé. Et ça me serait pas venu à l'idée parce que ce pinot noir, pour moi, il est tellement précieux, rare de le transformer. Et en fait, je trouvais ça hyper intéressant. Et en plus, le dessert se dégustait avec le pinot noir, donc c'était extra. Ouais. C'était qui ? C'était le chef pâtissier d'un restaurant en Bretagne qui s'appelle Sao, dont le chef est Kevin Gouret. Donc voilà, c'était vraiment un super moment. Déguster tout ça ensemble, c'était chouette. Pour toi, comment est-ce que tu vois, c'est quoi, toi, ton ressenti, justement, face à ce genre de
de choses qui se créent, tu vois, où justement tu t'y attendais pas et finalement t'es bien surprise? Les chefs, en général, ça devient des amis presque, parce qu'en fait, on est tellement passionnés de la même chose. Et puis, au niveau du travail, on va pas se mentir, c'est quand même des métiers où il faut pas compter les heures. Donc, c'est des gens qui comprennent, en fait, l'abnégation aussi, de plein de choses. Parce que nous, c'est vrai qu'on a des amis qui sont pas du tout là-dedans et qui peuvent pas comprendre exactement ce que l'on fait, mais pourquoi on part pas en vacances, ou en fait la vigne elle attend pas, et quand on a une entreprise pareil, si tu fais rien, il se passe rien, à moins d'avoir plein de salariés qui vont pouvoir faire avancer la machine sans toi, ce qui est pas notre cas aujourd'hui pour développer Sainte-Joie. Donc les chefs en fait ils comprennent tout le travail qu'on fait, et on se sent soutenu en fait. Merci beaucoup, j'ai des petites questions pour finir. Déjà, toi, c'est quoi ton péché mignon? Soit en vin, alors soit j'en ai en plein. pâtisserie. Je vais te décevoir, là il va falloir que je réfléchisse parce que j'en ai vraiment pas mal. D'ailleurs, quelqu'un que j'apprécie beaucoup m'a dit l'autre jour, mais toi tu te passionnes de tout. C'est vrai que par rapport à la gastronomie, il y a énormément de choses qui me plaisent. Mon péché mignon, comme ça, de but en blanc, je dirais quand même que c'est le fromage. Je suis amoureuse du fromage. Tu me mets un plateau de fromage et mon Riesling, je suis heureuse, tout simplement. Je suis vraiment heureuse. Voilà. Donc je dirais que mon péché mignon, c'est vraiment le fromage. Et quand j'étais enceinte, c'était vraiment ce qui me manquait le plus. C'était les fromages, parce qu'on m'avait dit, voilà, les fromages non pasteurisés, il faut éviter. Ouais. Donc j'avais suivi à la lettre tout ce que m'avait dit le médecin, et j'étais très malheureuse. Et mon mari m'a accueillie à l'hôpital. Enfin, il est venu me voir avec un plateau de fromage, mes 2 vins préférés, les sushis, enfin la totale. Mais ouais, le fromage. C'est quoi ton alliance, justement, ta pâtisserie préférée avec un de tes vins, pourquoi pas, mais tu vois, d'un pâtissier que tu as pu manger, outre du coup là, le dessert dont tu nous as parlé, et outre... Écoute, j'ai eu un énorme coup de cœur récemment. C'était pour les frères Dorner sur leur Saint-Honoré, qui m'a vraiment apporté beaucoup de plaisir gustatif. J'ai adoré ce dessert, et c'était un dessert qui n'était pas très sucré. Okay. Ils avaient super bien, je trouve, dosé le sucre, et j'y aurais presque vu mon Gewürztraminer vendange tardive. Voilà, j'ai trouvé ce dessert absolument sublime. Parfait. Et c'est quoi la dernière saveur que tu as découverte et aimée? Ça peut être une saveur que tu as redécouverte, tu vois. Alors là, récemment, je dirais l'artichaut. J'ai eu un gros coup de cœur déjà sur le légume en tant que tel, cuisiné tout simplement, cuit dans l'eau, et voilà, j'ai trouvé quand même c'est une saveur très très intéressante et très difficile à décrire. Et puis j'ai dégusté aussi des petites préparations, des tartinables à base d'artichaut que je trouvais hyper intéressantes, et un chef à Paris qui travaille très très bien les légumes et qui avait mis l'artichaut à l'honneur, et je m'étais dit mais quand même ce légume il est incroyable, mais aussi de sa construction, sa structure. C'est vrai que c'est un légume assez extraordinaire. Merci beaucoup. Quel message est-ce que tu as envie de faire passer aujourd'hui? Alors soit aux chefs, tu peux avoir 2 messages, un pour les chefs, un pour les consommateurs et les consommatrices, mais quel message est-ce que tu as envie de faire passer? Alors le message, je dirais que c'est bravo les chefs, parce que la gastronomie, c'est quand même quelque chose qui porte notre pays. On est réputé dans le monde entier pour ça. Donc bravo les chefs, bravo de faire attention aussi aux vins que vous mettez en accord, parce que quand même ils sont soucieux de présenter des choses différenciantes pour leurs clients. Ouais. Donc bravo pour toutes ces heures de boulot qui en fait servent tout le pays, clairement. Et c'est ça qui fait la France aujourd'hui. Exactement. Merci beaucoup. Et puis, donc on le redit, Sainte-Joie, si on veut vous contacter, c'est quoi? Alors, on a un site internet, on a un compte Instagram, n'hésitez pas à nous suivre. C'est moi derrière le compte Instagram, c'est énormément de travail pour ceux qui savent. Et donc, on est aussi sur LinkedIn, et puis voilà. Et il y a le numéro de téléphone, il y a le dossier de présentation sur le site, il y a toutes les infos qu'il faut. Merci beaucoup. Merci. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @LéaRVRD.
Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt!